Parenthèse culture. Luc Ferry. Trois grandes visions morales du monde qui ont scandé l'histoire de la philosophie européenne, et pas simplement de la philosophie, de la réalité morale européenne. Un, les grandes morales aristocratiques, Platon, Aristote, mais aussi plus généralement le monde grec. Ensuite, la rupture chrétienne qui annonce la naissance des grandes morales méritocratiques. L'idée républicaine va sortir du christianisme, je vous montrerai comment et pourquoi. Et puis une nouvelle vision morale du monde qui apparaît dans les années 1960, ce que j'appelle l'éthique de l'authenticité, donc trois grandes visions morales du monde que je vous raconte maintenant. Dans la République de Platon, le philosophe doit être en haut, c'est la fameuse doctrine platonicienne du philosophe roi. Il faut que l'être le plus intelligent soit en haut. Au milieu, on a la classe des gardiens, des soldats, des guerriers. Ce sont ceux qui protègent la cité, ce sont ceux qui font la guerre. Et en bas, il y a les esclaves, les artisans, les ouvriers, ceux qui font tourner la boutique, si je puis dire, ceux qui alimentent la cité en biens matériels. Ce qui est juste, c'est ce qui est ajusté à l'ordre du monde. Chacun a sa place. Tout le droit romain sortira de cette éthique aristocratique. La formule générale du droit romain, c'est rendre à chacun le sien. Ça veut dire remettre chacun à sa place quand quelqu'un est sorti de sa place, quand il a pris plus que sa part. C'est le moment chrétien, le deuxième moment de cette histoire de l'éthique qui va rompre avec le monde aristocratique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, paradoxalement, car c'est évidemment un paradoxe, la République va sortir du christianisme. L'école républicaine, laïque et anticléricale, paradoxalement, va sortir du message chrétien. Dans l'évangile de Matthieu, vous avez cette fameuse parabole des talents. Je vous la rappelle, c'est la naissance du monde moderne, c'est la naissance du monde à la fois démocratique et méritocratique. Tout ce que les aristocrates détestent. La valeur morale d'un être humain dépend de ce qu'il en fait, non pas de ce qu'il a reçu, mais de ce qu'il en fait. Non pas de la nature, mais de la liberté. Troisième âge de cette histoire de l'éthique, eh bien, ce modèle républicain et ce modèle aristocratique qui avait dominé toute l'Europe pendant des siècles, eh bien, ils vont voler en éclats, tous les deux. Ils vont voler en éclats dans les années 1960. On va voir apparaître une autre vision morale du monde qui va, si je puis dire, exploser au grand jour avec mai 68. C'est ce que j'appelle l'éthique de l'authenticité. Tout se vaut, la BD comme Shakespeare. Deuxième point, pas d'idéal commun. C'est une absurdité. Il faut au contraire une société qui éclate en petits individus et en communautés. Et troisième point, surtout pas d'instruction publique, pas de valorisation du travail et de l'effort. Les bons points, tout ça, c'est répressif, il est interdit d'interdire. Mais au contraire, une école qui doit favoriser l'épanouissement de l'individu, l'élève au centre du système, dans la loi de 89, plutôt dans les attendus de la loi de 89. L'enfant roi. Je vous disais la dernière fois que, à la différence de l'histoire des sciences, ce qui est génial dans l'histoire de l'art comme dans l'histoire de la philosophie, réciproquement, c'est que les mondes anciens continuent à vivre. On peut habiter les mondes anciens. Je vous donne juste un exemple qui me servira de conclusion, c'est l'exemple du sport. Les parents veulent absolument que le petit devienne un champion. Voilà, il a 15 ans, il est classé 15-5, mais il va quand même gagner Wimbledon. Non, c'est rare. Et ils sont là autour du cours, ils comptent les points, ils engueulent l'arbitre quand il y a une contestation, et ils encouragent le petit. On est dans le monde aristocratique. On voudrait que son petit devienne le meilleur, un aristocrate. Vous pouvez faire du sport à vos enfants ou de la musique, non pas pour qu'ils soient les meilleurs, vous savez très bien que c'est râpé, mais vous voulez qu'ils fassent quand même du sport ou du piano parce que ça va le discipliner, ça va lui faire travailler des choses, il va se discipliner, et puis peut-être qu'il va se dépasser. On est dans Roland-Garros, l'essentiel est de participer.
Et puis vous pouvez, troisième vision morale du monde, l'éthique de l'authenticité, vous pouvez pratiquer un sport ou le faire pratiquer à vos enfants en vous disant je me fiche complètement qu'il soit un champion, pauvre petit, on ne va pas le tyranniser, je veux surtout pas qu'il se dépasse, tout ça, on ne va pas lui infliger dans le domaine du sport ou des arts une espèce de surmoi, de chape de plomb moral avec des exigences de surmoi qui le dépassent. Non, je voudrais qu'il puisse s'éclater et que quand on l'invite au ski plus tard, il n'ait pas l'air d'une truffe. Autrement dit, il s'agit de s'éclater, de se faire plaisir. On est dans une logique d'épanouissement de soi, de bonheur, de ludique, pas dans une logique ni de champion, ni de dépassement de soi, mais d'épanouissement de soi. Voilà, mes trois visions morales du monde, elles se succèdent dans l'histoire, mais elles restent présentes dans le monde contemporain. On peut vivre plus ou moins dans chacune d'entre elles selon les moments, selon les situations, selon les objets de réflexion. Mais c'est ça qui est grandiose dans l'histoire de la philosophie, comme dans l'histoire de l'art. Ça ne disparaît pas, ça reste présent. L'idée était de réunir sur un campus des univers qu'on a l'habitude plutôt d'opposer. C'est-à-dire d'un côté la formation initiale à la formation continue, des jeunes à des moins jeunes, des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs, des étudiants donc venant de ces deux horizons différents. Moi j'étais élève de terminale donc l'année dernière et c'est vrai que la philosophie pour moi c'était très très loin, enfin j'ai eu beaucoup de mal. Et là il expliquait un peu les mêmes concepts, notamment au niveau du travail qui transforme en fait donc les hommes qui travaillent. Et donc la façon dont il l'a expliqué, c'est paru tout à fait évident en fait. Donc vraiment oui, ça permet vraiment de comprendre beaucoup mieux les concepts de la philosophie. On a une foule d'informations de toute origine, de toute dimension, de toute fréquence qui nous arrivent au quotidien par les différents médias dans lesquels nous baignons. Et de faire cette parenthèse justement, de prendre ce temps de pause, de mettre sur pause en quelque sorte par rapport au flux du monde qui nous entoure et de prendre ce recul, ce temps de réflexion me paraît extrêmement précieux. Et d'ailleurs, on voit bien comment le public est transgénérationnel. Il y a des très jeunes, il y a des moins jeunes. Tout le monde y trouve une nourriture intellectuelle dont on a besoin aujourd'hui, je crois, j'en suis persuadée, dans le monde qui nous entoure. Le lien que je fais avec ma profession, mon entreprise, c'est en fait, comme je travaille dans la formation, donc dans l'éducation quand même aussi, donc Luc Ferry est quand même ancien ministre de l'Éducation nationale, c'est cette hauteur de vue, aborder les problèmes en fait par une autre perspective que la perspective de l'entreprise à proprement parler, et donc avoir de l'ouverture pour éventuellement donc proposer des formations en entreprise.